Chers auditeurs, bonjour, merci d'écouter VOA Afrique et merci pour votre fidélité au magazine Votre Santé, Votre Avenir, le programme que vous attendez chaque semaine pour avoir la bonne information sur les questions de santé. Au micro, je suis Mohamedou Oumfa et je serai avec Rosine Mounezero à la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour à vous tous qui nous écoutez cette semaine. Dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons du tabagisme qui cause 6 millions de décès dans le monde chaque année. Le tabagisme affecte non seulement les fumeurs, mais aussi leurs proches. Professeur Jean-Marie Kayembe. Les enfants nés de couples fumeurs, particulièrement la femme fumeuse, sont des enfants qui auront une tendance à développer le petit poids à la naissance, etc. En Afrique, les gouvernements essayent d'adopter des mesures contraignantes pour réduire la consommation du tabac. Docteur Abraham Mifundu. Sur le paquet de cigarettes, aujourd'hui, il y a de belles indications qui mettent en garde déjà les consommateurs et même un arrêté qui réglemente les endroits où il faut consommer le tabac. Des réponses aux questions que vous nous avez adressées, ce sera dans la rubrique « À vous la parole » avec le docteur Roger Etoa. Restez à l'écoute. Coup d'œil sur l'actualité. Nous démarrons cette édition par l'actualité et nous recevons au studio Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors en République démocratique du Congo, le choléra fait de nouvelles victimes. Oui Rosine, l'information a été révélée par nos confrères de la radio Okapi en RDC. Nos confrères citent le docteur Moussa Kiyele, chef de division provinciale de la santé. Selon lui, près de 186 cas suspects de choléra ont été enregistrés en l'espace de 3 semaines dans la zone de santé d'Aketi. 6 décès ont été notifiés. 4 des 5 échantillons prélevés par analyse à Kisangani confirment l'existence de la maladie. Mais le docteur Moussa Kiyele dit attendre les résultats des nouvelles analyses qui doivent être faites à l'Institut national de recherche biomédicale pour avoir un avis définitif. Et en attendant cet avis, la lutte contre une éventuelle épidémie s'organise. En effet, avec l'appui de Médecins sans frontières et de l'OMS, les cas suspects sont pris en charge au centre de santé d'Aketi. Des litres de sérum et de kits ont été rendus disponibles. Une équipe de l'OMS est descendue à Buta, Aketi et Bunduki et un centre de traitement a été installé à Bunduki Centre. La sensibilisation est menée dans les villages de la région par des crieurs et par la radio communautaire d'Aketi qui couvre également Bunduki. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé veut éviter une épidémie de méningite par la vaccination. En effet, Rosine, à partir du 6 mars prochain, tous les districts sanitaires du Burkina Faso débuteront la vaccination contre la méningite chez les enfants de 15 à 18 mois. Le vaccin qui sera administré est le Men-Afrivac. Il offre une protection de 10 ans. En outre, le ministère de la Santé a élaboré un plan de riposte. Il consistera à la surveillance épidémiologique, à offrir plus de capacités de diagnostic biologique, à améliorer la qualité de la prise en charge, à la mise en œuvre des campagnes de vaccination réactives, à la communication en matière de lutte contre la méningite et la coordination des activités en cas d'épidémie. Alors Firmin, y a-t-il des raisons de craindre une épidémie ? Oui, Rosine, selon le directeur de la lutte contre la méningite, le docteur Brice Wilfred Bikaba, jusqu'à la 6e semaine de 2017, l'ensemble des districts a notifié 372 cas suspects de méningite avec malheureusement 25 décès. Pour lui, le risque de survenue d'une épidémie de méningite existe, si l'on considère certains facteurs comme la situation géographique du pays. En effet, 2 pays voisins, le Togo et le Niger, ont récemment été frappés par une épidémie de méningite, d'où l'appel à la vigilance. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Nous poursuivrons par le Cameroun où la méthode kangourou fait le bonheur de certains nouveau-nés à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Alors Firmin, c'est quoi la méthode kangourou ? Rosine, la méthode kangourou est une méthode qui consiste à mettre le nourrisson peau contre peau avec son parent. Le nourrisson vêtu d'une couche et d'un bonnet est installé à la verticale, le ventre contre la poitrine nue du parent, le plus souvent la mère, puis recouvert de vêtements et d'une couverture. La durée du contact peau contre peau varie. Mais en général, elle dure de 1 à 3 heures par séance et s'accompagne de la surveillance de l'état cardio-respiratoire et de la température du nourrisson. Même si cette méthode existe depuis une trentaine d'années, elle n'est pas toujours appliquée partout. Le personnel sanitaire préfère l'utilisation des couveuses. Et puis à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, cette méthode aurait aidé 15 nourrissons depuis le mois de janvier.
C'est ce qu'a révélé le docteur Ma Eveline, médecin pédiatre, chef de service adjoint de pédiatrie de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Selon elle, cette méthode a été mise en place en janvier 2017 avec l'appui de la fondation Kangourou Cameroun. Cette méthode permet aux parents moins nantis de prendre soin de leurs prématurés. Les parents payent désormais 3 000 francs CFA de suivi par jour au lieu de 5 000 francs en couveuse. En plus, les mamans peuvent quitter plus vite l'hôpital et continuer cette méthode à domicile. Mais cette méthode peut paraître ennuyeuse et fatigante pour les mamans. Je sais ce dont tu parles parce que je suis une maman. Merci Firma. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité par le Mali où se prépare activement le premier congrès international de cardiologie. Ce congrès se déroulera les 2 et 3 mars à Bamako sur le thème « Urgence cardiovasculaire ». Pour en savoir plus, nous avons joint à Bamako le docteur Wan Noum, président de la Société malienne de cardiologie. Ce congrès consiste en une réunion d'échange d'expériences entre les cardiologues africains, maghrébins et européens pour essayer de savoir comment prendre en charge de façon appropriée les maladies cardiovasculaires sous leur présentation urgente. C'est-à-dire que le thème de ce congrès, c'est sur la prise en charge des urgences cardiovasculaires. Les retombées attendues, c'est d'essayer de voir comment adapter nos pratiques à nos moyens. Parce que vous savez très bien que nous sommes des pays à faible revenu économique qui ne disposent pas de plateau technique assez important. Nous essayons de voir dans quelle mesure on peut améliorer le pronostic de nos patients afin qu'on puisse en stabiliser certains et essayer de faire en sorte que les autres qui puissent aller se faire prendre en charge dans d'autres pays comme au Maghreb ou en Europe puissent être bien stabilisés dans un premier temps. Alors c'est un peu un échange d'expériences en fonction de ce qui se passe sur le plan international et ce qui se passe dans nos pays. Nous avons des invités qui sont des médecins non cardiologues. On a aussi des industries pharmaceutiques qui font la promotion du médicament, qui sont nos partenaires. Et en dehors de ça, nous avons invité les pouvoirs publics et les autorités sanitaires. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. La consommation du tabac est répandue en Afrique comme ailleurs. Par effet de mode, par imitation, pour évacuer le stress, les fumeurs ont toujours une bonne raison. Cependant, le tabagisme provoque près de 6 millions de décès annuels dans le monde. Un chiffre qui est appelé à augmenter et pourrait atteindre plus de 8 millions de décès chaque année d'ici 2030 selon les projections de l'OMS. Le tabagisme a donc un coût humain mais aussi économique car ses effets entraînent des dépenses pour les soins de santé et la baisse de la productivité pour les malades. Qu'est-ce qui provoque la dépendance chez les fumeurs ? Y a-t-il une limite raisonnable à la consommation du tabac ? Quelles sont les conséquences pour l'organisme ? Comment arrêter de fumer ? Notre correspondante à Kinshasa, Chouchou Kaoa, a posé toutes ces questions au professeur Jean-Marie Kayembe. Il est médecin pneumologue et doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il commence par expliquer les raisons scientifiques qui poussent les individus à fumer. Nous avons au niveau de notre cerveau une zone qui, elle, est une zone sensibilisée par des neuromédiateurs pour l'addiction. L'addiction au tabac, l'addiction à la drogue, de quelque nature que ce soit, et à l'alcool. Toutes ces pulsions répondent à une certaine prédisposition en réponse à l'excitation d'une zone cérébrale par des neuromédiateurs libérés dans l'organisme humain. Mais ça peut se combattre. Effectivement, ça peut se combattre. Vous voyez déjà qu'il y a une substance naturelle, biochimique, produite, le neuromédiateur. On peut déjà modifier éventuellement le comportement des individus qui ont une addiction à l'alcool ou à la toxicomanie de n'importe quelle nature par apporter l'information, décourager éventuellement en présentant les conséquences, puisqu'il y en a beaucoup, néfastes de cette addiction, et puis profiter ou proposer un changement de comportement. Cela est tout à fait possible. Mais c'est pas facile aussi. Il faut dire que l'addiction à la drogue est un phénomène qui nécessite beaucoup de patience et certainement beaucoup de courage et d'engagement. Ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle la médecine propose notamment des thérapies de groupe. Parce qu'en groupe, on est parfois plus facilement disposé à lutter contre des pulsions ou des habitudes que lorsqu'on est tout seul.
Alors docteur, est-ce que vous pouvez nous dire il y a une quantité, une fréquence raisonnable de fumée qui ne soit pas nocive pour l'organisme de l'être humain? Ma réponse est directement non. Dans ce domaine, il n'est pas d'abord question de quantité, parce que l'individu A n'est pas forcément un individu B, puisque tout toxique qui pénètre dans l'organisme subit des transformations dans cet organisme. Et l'organisme étant une sorte d'usine qui modifie et qui transforme, la vitesse de transformation, le retentissement sur tel ou tel autre organe n'est pas tout à fait superposable de l'individu A à l'individu B. Donc il n'y a pas là de mathématiques à dire, voici la quantité qui peut, non. Il faut simplement retenir que le tabac est nocif directement et que la nicotine, lorsqu'on fume, elle traverse très rapidement, en quelques fractions de secondes, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire celle qui sépare le sang et le cerveau, avant effectivement de conditionner l'individu à l'euphorie ou, quand ça dure plus longtemps, à l'addiction évidente. Et docteur, sûrement qu'il y a des conséquences sanitaires. Et quelles sont ces conséquences sanitaires? Nombreuses, madame, en ce qui concerne le tabac. Pour demeurer un petit peu plus structuré, je suis un enseignant de médecine, je prendrai notamment sur le plan neurologique. Vous avez déjà l'addiction en elle-même vis-à-vis de la drogue et du tabac qui peut influer sur le comportement, hausse de la criminalité, etc. Vous avez déjà sur les nerfs périphériques une atteinte, une sorte d'intoxication au niveau des nerfs et vous aurez soit des douleurs anormales dans un membre ou un autre ou sur le plan des vaisseaux, vous allez avoir des maladies cardiovasculaires. Nous avons l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral, surtout ischémique, mais même aussi hémorragique. Vous avez avec le tabac des conséquences sur la reproduction. Les enfants nés de couples fumeurs, particulièrement la femme fumeuse, sont des enfants qui auront une tendance à développer le petit poids à la naissance, etc. Mais parlons, je suis pneumologue, du système respiratoire, où le lien est établi de manière évidente entre consommation de tabac et développement du cancer du poumon, qui est un des cancers les plus tueurs. Mais un petit peu moins, j'allais dire, que le cancer du poumon, vous avez des maladies chroniques du système respiratoire, parmi lesquelles la bronchopneumopathie chronique obstructive qui altère complètement la qualité de la vie parce que le fumeur invétéré est un individu qui ne saura plus poursuivre ou entretenir un effort n'importe lequel parce que tout simplement essoufflé au bout de 2-3 minutes, etc. Donc ça handicape complètement la qualité de la vie et le tabac, il peut même déranger tout simplement la dentition d'un individu. Voilà la sphère ORL directement atteinte. Nous avons parlé du cancer bronchopulmonaire, sans oublier celui de la gorge, du larynx, sans oublier même le cancer de la vessie. Et également certaines atteintes cutanées qui peuvent fragiliser la peau, la prédisposer à des infections ou à d'autres maladies chroniques. Le tabac est un tueur, madame, mais un tueur certain. Et donc, docteur, vous avez sûrement soigné plusieurs cas de pneumonie, oui. Que vous avez déjà eu un cas assez important et qui est sorti du tabac, du tabagisme. Oui, madame. Je vous ai parlé de la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui comprend en elle-même la bronchite obstructive et l'emphysème. Oui, nous avons des cas d'emphysème. Et lorsqu'on dit maladie chronique totalement évitable, lorsqu'on évite de fumer, mais lorsqu'elle s'installe, mais elle détruit progressivement le système respiratoire. À telle enseigne que des symptômes comme la respiration difficile et la toux qui commence, vous entendrez souvent des fumeurs vous dire je fume, je tousse un petit peu normal comme tout le monde le matin. Il n'est jamais normal de tousser. Tousser n'est pas une réaction normale, mais c'est comme s'ils s'octroyaient eux-mêmes un satisfecit ou une sorte comment dirais-je, le prêtre il peut vous accorder une absolution de tout ce que vous faites de mal. C'est un peu comme cela avec le fumeur invétéré. Nous avons des cas de bronchopneumopathie chronique obstructive et c'est un coût social évident. Ne pas bien respirer nécessitera la consommation quasi quotidienne de médicaments qui vont soulager un tant soit peu la respiration. Mais ces médicaments ont un coût, madame. Et dans nos pays où le système de sécurité sociale est plutôt chimérique, vous comprendrez aisément qu'un médicament qui pourrait pour un mois coûter $50, je ne sais pas combien de mes compatriotes sont à même de se le procurer. Donc, ce sont des affections qui, sur le plan de leur gestion, ont également un coût social très élevé, très important.
que l'on pourrait éviter lorsque simplement l'information est transmise à qui de droit et par la personne qui, le mieux possible, peut transmettre ce type d'information. Alors docteur, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment pratiquer une hygiène pour atténuer les effets du tabac dans l'organisme de l'être humain? Oui, nous devons savoir que s'agissant du tabac, il nuit déjà au fumeur lui-même parce qu'il inhale la fumée de tabac qui contient plusieurs substances parmi lesquelles le goudron, arsenic, etc., qui ont un pouvoir cancérigène connu. Mais il y a aussi, et malheureusement, les méfaits du tabagisme que l'on appelle passif. Imaginez un mari fumeur invétéré qui expose, parce qu'il fume, sa femme au courant tertiaire du tabac. On rejette toujours un petit peu de fumée dans l'atmosphère. C'est ainsi que les enfants de couples fumeurs, les femmes qui épousent des hommes qui fument, sont exposées elles aussi à toutes ces pathologies que nous avons évoquées, partant du cancer pulmonaire à la BPCO, etc. Et imaginez qu'on expose les enfants fumeurs au retard de croissance, au retard du développement du système respiratoire, au retard mental, etc. Le tabac fragilise aussi les défenses du système immunitaire par son action locale et mauvaise sur l'épithélium de voie respiratoire qui, lui, est équipé d'un armada pour nous défendre contre des nuisances respiratoires évidentes. Vous avez sûrement un conseil pour ceux qui veulent arrêter de fumer? Oui, c'est leur dire que c'est extrêmement difficile, il faut le dire. Nous venions de dire que fumer, après 30 secondes à peu près, la nicotine a déjà atteint le cerveau. Donc, en situation d'addiction, c'est très difficile. Très difficile n'est pas impossible. N'a-t-on pas dit que l'impossible n'était pas congolais? Et pas impossible voudrait dire que lorsqu'on a au moins l'information et la bonne, lorsqu'on sait comment avoir des méthodes de substitution, lorsqu'on sait qu'il existe des groupes, notamment le groupe des alcooliques anonymes, etc., qui se mettent ensemble, qui pratiquent du sport, qui se parlent, qui discutent, etc., on peut y arriver. Il y a aujourd'hui de nombreux subterfuges, notamment la cigarette électronique, qui n'est pas encore scientifiquement acceptée par tous. Il y a des médicaments, mais pour cela, ces médicaments ne devraient être manipulés que par des connaisseurs de la toxico et de la désintoxication, etc., et ce n'est pas une panacée extraordinaire, la plus grande étant la volonté. Ceux qui veulent arrêter de fumer sont déjà des personnes respectables à mes yeux parce qu'elles ont pris la décision et la meilleure, c'est celle de dire « j'arrête de fumer ». Nous remercions le professeur Jean-Marie Kayembe qui était au micro de Chouchou Kawa. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. La lutte contre la consommation du tabac est devenue un objectif mondial. Le 31 mai de chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent la Journée mondiale sans tabac. Sur le continent africain, les gouvernements essayent de mettre en œuvre des législations contraignantes pour décourager les fumeurs. C'est le cas en République démocratique du Congo, comme nous l'a expliqué le docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue en RDC. Il est au micro de Chouchou Kawa à Kinshasa. Beaucoup de mesures ont été déjà prises, beaucoup d'actions ont déjà été menées. C'est notamment au niveau central, le Congo a un programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques qui élabore, qui propose au gouvernement un certain nombre de mesures. Et déjà au niveau international, le Congo a déjà ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte contre le tabac. Son programme est en train de mettre en œuvre toutes les mesures y relatives. Et au niveau de ce programme, il a été déjà élaboré plusieurs arrêtés, notamment un arrêté qui oblige tous les fabricants de tabac de prévenir les consommateurs de tabac en RDC. J'espère que vous voyez bien sur tous les paquets de cigarettes. Aujourd'hui, il y a de belles indications qui mettent en garde déjà les consommateurs, donc il les met sous sa responsabilité. Et même un arrêté qui réglemente les endroits où il faut consommer le tabac et là où il ne faut pas le consommer. Au niveau de l'analyse de la situation de la consommation du tabac, il existe déjà quelques données bien que segmentaires. C'est notamment au niveau de la jeunesse parce que vous n'êtes pas sans oublier que c'est vraiment les groupes les plus à risque. Et une enquête avait déjà été menée chez les âgés de 13 à 15 ans,
spécifiquement les élèves et qui a montré une fréquence de consommation autour de 22 pour la consommation active, veut dire ceux qui consomment eux-mêmes le tabac sous plusieurs formes que ce soit, et une fréquence autour de 15 par rapport à la consommation passive. Ça veut dire que ceux qui se retrouvent à un certain moment à côté de ceux qui consomment le tabac, et même assez récemment, il y a une étude qui va être publiée tout à l'heure, qui a été faite dans notre service, sous la direction du professeur Mamponza, qui a cherché à voir comment se fait cette consommation-là chez la femme qui est enceinte. Et vous vous en doutez, eh bien, même les femmes enceintes continuent à consommer le tabac pendant leur grossesse. Et surtout, il s'agit des plus jeunes. Et au niveau même de la prise en charge de ceux qui consomment le tabac, il existe déjà, le COM qui est en train d'organiser des actions. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'assez récemment, il a été défini au niveau du programme national un outil qui contient des directives spécifiques sur comment prendre en charge ceux qui consomment le tabac qui ne peuvent pas arrêter. Et il y a tout un tas de mesures de prévention, des actions de sensibilisation qui sont assez régulières. Et la journée internationale de lutte contre le tabac, qui est une grande occasion de sensibilisation de la population. Voilà un peu, en résumé, la situation des actions par rapport à la lutte contre le tabac. Au Togo aussi, le gouvernement multiplie les efforts de lutte anti-tabac. Mais 6 ans après le vote par l'Assemblée nationale togolaise d'une loi pour contrôler le secteur du tabac, le bilan reste mitigé. À Lomé, la correspondance de Kaïlo Son. Le 30 décembre 2010, l'Assemblée nationale togolaise a voté une loi pour contrôler le secteur du tabac dans le pays. Plus de 6 ans après, des lignes ont bougé, mais pas à la hauteur des attentes. Fabrice Ebé, directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. On ne voit plus aujourd'hui les panneaux géants des films de tabac dans les rues, bien les véhicules des films de tabac avec leur logo partout, on ne les voit plus. Il y a aujourd'hui les avertissements sanitaires sur les paquets, quand bien même ce n'est pas encore les images, mais c'est les messages. La réglementation des points de vente, il y a beaucoup de soucis parce que normalement, on ne peut plus vendre aujourd'hui le tabac n'importe où. Pour vendre, il faut avoir une licence particulière. Et ensuite, on ne peut plus vendre le tabac en détail. On est obligé de vendre le tabac par paquet de 20. Mais tout ça là ne sont pas encore respectés. L'autre problème est le non-respect des dispositions fiscales en matière de tabac, soulève l'Association togolaise des consommateurs. Beneti Gagalo, vice-président de l'ATC. Le problème de tabac engendre beaucoup de conséquences socio-économiques. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner pour l'État. Les commerçants véreux font des déclarations comme ces produits sont en transit et après on retrouve ces produits sur le territoire. Ceci dit que le produit n'a pas subi les dispositions en matière de fiscalité. Donc c'est un manque à gagner pour l'État. Depuis le 1er septembre 2014, les emballages de cigarettes qui circulent au Togo portent des informations sanitaires. En plus d'informer la population sur les dangers que représente la consommation de tabac, c'est une stratégie pour lutter contre la contrebande. Dr Vigno Kumako, coordinateur du programme anti-tabac. Sur les phases principales, on a les avertissements sanitaires, donc en français et en EV sur la première phase, en français et en cabiais sur l'autre face. Et sur les faces latérales, en dessous de la marque, nous avons vente uniquement autorisée au Togo, ce qui permet de reconnaître le vrai du faux et de pouvoir faire rapidement les diagnostics de contrebande. Et sur l'autre face, la fumée du tabac contient du benzène, substance cancérigène bien connue. Même si le souhait de la société civile est d'interdire l'importation du tabac au Togo compte tenu de ses conséquences, le professeur Toulassi Kodjo Akpaka indique que cela ne peut se faire qu'à contraire aux règles du commerce et de l'intégration. Il interdit d'interdire le commerce, surtout dans le cadre des institutions d'intégration. L'UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC, il y a des clauses qui favorisent la libre circulation des facteurs de production des produits. Donc on ne peut pas interdire a priori.
Il vaut mieux prévenir, à mon avis. L'interdiction de fumer dans les lieux publics peut être respectée au Togo. Il est très fréquent de croiser des personnes en train de fumer dans la rue. Kailoson, Lomé, VOA Afrique. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Continuez comme vous le faites déjà à nous envoyer vos questions de santé. La question de la semaine nous vient d'une auditrice de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Roger Etoa. Il est médecin généraliste et président du réseau des médecins de district du Cameroun. Bonjour docteur. Bonjour docteur, je suis à Kinshasa, j'ai des préoccupations par rapport à la santé. Il y a des phénomènes bizarres et il y a certaines filles, elle est normale, certaines femmes, elles donnent naissance après, elle met l'implant et puis après pour gérer un peu les naissances, la planification, ça pose problème. Elle a des kystes au niveau des ovaires. Comment ça se fait que l'implant peut favoriser l'apparition des kystes au niveau des ovaires qui bloquent encore la fécondité de la femme? C'est un peu ça ma préoccupation. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, je vais commencer par dire que les kystes ovariens sont des petites boules, des petites masses remplies de liquide qu'on peut retrouver au niveau de l'ovaire. Il y a deux sortes de kystes. Il peut y avoir des kystes fonctionnels qui généralement sont bénins, sans danger, qui apparaissent et regressent généralement au bout de quelques semaines. Donc cela, si vous faites une échographie, aujourd'hui vous revenez quelques semaines après, parfois vous trouvez que ces kystes ont disparu. On les appelle les kystes fonctionnels. Il y a un deuxième type de kystes qu'on appelle les kystes organiques, eux qui sont un peu beaucoup plus solides, où on peut retrouver des végétations ou des masses un peu plus solides à l'intérieur de ces kystes. Eux, ils ont besoin d'une prise en charge un peu plus consistante qui peut aller jusqu'à l'intervention chirurgicale. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'apparition de ces kystes et les implants mammaires? Je pense que le lien est minime. Il est très faible parce que l'apparition des kystes a souvent trait à des perturbations hormonales. Bon, les implants eux-mêmes sont des contraceptifs souvent de type œstroprogestatif qui sont effectivement des hormones qui sont en supplémentation. Donc, ils peuvent entraîner peut-être de manière transitoire l'apparition d'un kyste, mais peut-être juste un kyste fonctionnel sans grand danger. Mais ils n'ont aucun lien, mais j'ai dit bien aucun lien avec l'apparition de kystes organiques. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée aux conséquences sanitaires de la consommation du tabac. Nous avons reçu comme invité le professeur Jean-Marie Kaimbe, pneumologue et doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Il nous a expliqué les problèmes de santé qui résultent de la consommation du tabac. Nous avons recueilli le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre le tabac en RDC. Il nous a révélé ce que fait le gouvernement congolais pour lutter contre le tabac. Depuis Lomé au Togo, nous avons aussi écouté la correspondance de Kai Lawson sur le bilan de la lutte anti-tabac dans ce pays. Nous leur disons tous merci. Merci également au docteur Roger Etoa qui a répondu à la question de notre auditrice. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Michel Joseph a assuré la réalisation. À la console, nous étions avec Souleymane Traoré. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mouamadou Oumfa. Et depuis Kinshasa en RDC, Chouchou Kawa a recueilli nos interviews. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.